Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Elvis, le nouveau musical de Baz Luhrmann, ce biopic sur Elvis Presley, le King of Rock'n'Roll. Il y aura également Buzz l'éclair d'Angus MacLane, adapté évidemment de Toy Story, un spin-off sur les aventures de Buzz l'éclair, version humaine, on peut dire ça comme ça. Et je commence tout de suite avec Elvis. Que dire de ce biopic? Écoutez, le biopic étant un exercice très difficile, comme vous le savez, hein, en général, ça donne de très belles choses comme La Môme, et puis il y a des choses un peu plus plan-plan, comme Dalida, où carrément, moi, je trouvais que c'était vraiment une page Wikipédia, scène par scène. Donc voilà, c'est difficile, c'est un exercice difficile. Et puis, évidemment, il y a eu Bohemian Rhapsody qui a cartonné hein, sur Queen, alors qu'en réalité, ça faisait vraiment produit dérivé, c'était juste du spectacle, en fait, reconstitution de spectacle gratuite, en fait, je trouve. Enfin, voilà, donc on ne me parle plus de Bohemian Rhapsody, parce que franchement, limite. Alors, je l'ai pas vu Rocketman, voilà, je devais le rattraper, et puis c'est vrai que, voilà, donc ça fait partie des biopics récents que je n'ai pas vus. Mais voilà, vraiment, quand je vois l'engouement autour de Bohemian Rhapsody, et j'adore Queen, hein, c'est pas le souci, et que je passe de ce film à Elvis de Baz Luhrmann, moi qui suis pas un grand fan de Baz Luhrmann d'ailleurs, eh bien écoutez, je suis conquis, voilà. Enfin, un point de vue, voilà, un point de vue d'un cinéaste sur un individu, une vedette en l'occurrence, du rock'n'roll qui a marqué évidemment les années 60 et 70, même fin 50, que dis-je, pendant 20 ans, hein, de 56 à 77, donc 21 ans de carrière, vous vous rendez compte, pour ce Elvis Presley, cette personnalité incroyable, au déhanché inimitable et provoquant, évidemment, qui a secoué l'Amérique puritaine hein, des années 50 et 60. Donc voilà, écoutez, que dire ? C'est une véritable odyssée électrisante, Voilà, on met un pied, vraiment, mais on est les deux pieds joints en fait dans le monde du rock'n'roll. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ce film, qui en fait a vraiment un angle en fait dans sa vision, sa lecture en fait d'Elvis Presley, arrive malgré tout à être exhaustif en fait sur tout ce qu'il faut raconter, tout ce qui a été Elvis en fait. Et sans saouler le spectateur sur 2h40, ce qui n'est pas évident. C'est vrai que la première partie m'avait pas rassuré, parce que je trouvais qu'effectivement le montage était vraiment... Enfin, il y avait des cuts tout le temps, en fait. Au début, c'est vrai que il y a une première partie qui va peut-être être un peu lourdingue, bon, si vous voulez, mais sur les quelques premières minutes, et puis après, le film s'installe, ça se pose, on commence à rencontrer les personnages, les parents d'Elvis, etc. Et là, ça commence à se poser... même à partir du moment où le colonel Parker, en fait, va évidemment aller voir Elvis, hein, pour s'occuper de lui, puisqu'il voit un talent. Alors, il y a ce côté forain, en fait, avec cette fête foraine, qui vraiment fait un calque, en fait, sur le côté opportuniste du colonel Parker, en fait, quand il voit, en fait, cet artiste, hein, plein de talent, et donc voilà, comment utiliser en fait cet individu et le manipuler, et le faire entrer dans un système infâme, véreux, limite mafieux, enfin vous voyez, donc voilà, c'est très bien retranscrit, parce que vraiment, visuellement, on est au cinéma, faut quand même rappeler, le côté forain, cette fête foraine en fait, est vraiment, ça fait un calque en fait sur, une personne intéressée qui va un peu... aller arnaquer un type comme ça, qui a rien demandé, qui fait voilà, qui chante dans son coin, qui est bourré de talent, mais qui n'est peut-être pas amené ou qui ne se sent pas forcément devenir une célébrité, vous voyez, médiatique, surmédiatisé, enfin voilà, il n'y pense pas. Il fait son petit bonhomme de chemin et lui est désintéressé dans un premier temps, Elvis Presley, même toujours en fait. Il a toujours ce côté innocent, naïf, comme un enfant en fait, hein, voilà, qui se fait avoir un peu par le premier adulte, vous voyez, qui mal intentionné. Donc il y a ce côté-là qui est très bien retranscrit, notamment dans une scène en fait où il y a un jeu de miroir en fait où Elvis en fait se balade en fait, vous savez, dans ces fêtes foraines là où il y a des labyrinthes de miroirs comme ça et donc il faut trouver la sortie sans se prendre une vitre en pleine tête. Voilà, et donc il y a cette rencontre. Donc Baz Luhrmann est très fort pour ça, c'est-à-dire à trouver une scénographie qui correspond en fait au message qu'il veut transmettre
en fait. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est très réussi. Et je dois dire que dans la première partie, ce qui est très très bien retranscrit aussi, c'est l'impact d'Elvis sur le public, et notamment le public féminin. Incroyable, avec ses déhanchés comme ça, ce côté électrique dans la réa, la mise en scène et le montage, qui fait qu'on voit en fait les réactions de ces fans femmes en fait, qui sont là comme ça, possédées. On dirait qu'elles font... Il y a un côté où on a l'impression qu'elles ont l'impression de faire l'amour avec Elvis en fait par procuration. Enfin, il y a ce côté catharsis en fait, il y a cette catharsis qui joue en fait entre les spectateurs face à Elvis sur scène en fait. Donc c'est vraiment très bien transcrit à ce niveau-là. Baz Luhrmann a très bien compris ce que c'était qu'Elvis et ce qu'il fallait en dire en fait. Si on devait faire un film sur Elvis, qu'est-ce qu'il faudrait raconter? Quelle complexité en fait dans la personnalité en fait et oui, c'est ça en fait, vraiment tous les doutes en fait que peut avoir Elvis dans sa tête, ça tout est retranscrit. Il arrive dans une Amérique qui n'est pas prête en fait pour ça, c'est-à-dire ce côté vraiment sexe, rock'n'roll, etc. Il faut savoir que le blues et puis le rhythm and blues en l'occurrence, voilà, sont des musiques afro-américaines, donc on est dans une Amérique encore voilà, très raciste, etc. Et Elvis se nourrit en fait de cette musique afro-américaine. Notamment, il va avec ses parents voir du gospel, et il se nourrit en fait de toutes ces grandes voix en fait noires américaines. Donc voilà, et c'est ce qui va l'inspirer en fait dans sa musique, et c'est très très beau parce que c'est un combat à la fois, eh bien, pour la reconnaissance de son talent, mais également pour faire avancer les mentalités en fait. Donc voilà, donc il y a vraiment deux tableaux à ce niveau-là. On montre aussi une Amérique qui est secouée, hein, littéralement. Par Elvis et ses déhanchés, et puis cette musique aussi, hein, qui est quand même... Enfin, faut l'accepter, quoi. Aujourd'hui, c'est culte, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler à l'époque, quand même, ce fameux rock'n'roll qui est plutôt du rockabilly, en fait, hein, quand on précise un peu les choses, c'est-à-dire ce rock très populaire, en réalité, et donc qui vient secouer cette Amérique puritaine. Donc voilà, c'est vraiment de toute beauté, et il y a... Comme à l'accoutumée chez Baz Luhrmann, si vous avez vu des films comme Roméo plus Juliette, Moulin Rouge, etc., il y a toujours ce côté où il aime bien jouer avec les anachronismes. Et en l'occurrence, ici, nous avons une scène, au moins une scène, voire deux scènes, je crois, où il utilise un peu des sonorités, un peu rap, vous voyez, hip-hop, etc., pour montrer que, en fait, Elvis... faut pas croire, c'est pas parce qu'on parle de quelqu'un qui a vécu dans les années 50, 60 ou 70 que ça peut pas faire écho à un côté rebelle qu'on peut retrouver aujourd'hui chez les rappeurs ou les métalleux, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, eh bien, il joue avec ça, en incorporant un peu des musiques un peu rap, etc. Ça va pas être du goût de tout le monde, parce qu'il y a une prise de risque à ce niveau-là. Moi, écoutez, je trouve que ça fonctionne très bien, parce qu'en réalité, eh bien, ça permet d'avoir vraiment, encore une fois, un propos, en fait, un point de vue sur une personnalité que tout le monde connaît. Donc, c'est en cela que Baz Luhrmann, ouais, je dis chapeau, quoi, parce que rares sont les cinéastes à vraiment mettre autant de leur personne, en fait, dans un biopic, en fait. Alors si, il y avait Gainsbourg, Vie héroïque, hein, de Johannes Farr aussi, qui était très bon, hein. Non, bien sûr, voilà, non. Je tiens à souligner qu'il y a de très bons biopics, bien entendu, mais voilà, là je trouve vraiment que Baz Luhrmann, c'est incroyable, quoi, c'est pas évident. D'autant que il y a également, il faut quand même saluer la performance d'Austin Butler, parce que on avait eu, la dernière fois qu'Elvis a été joué au cinéma, c'était dans Elvis et Nixon, avec Michael Shannon dans le rôle d'Elvis Presley. Bon, j'avoue que là, j'étais pas convaincu vraiment par la prestation de Michael Shannon. Donc là, on a un Austin Butler qui est criant de vérité. Je trouve que c'est plus qu'un hommage que fait Austin Butler en incarnant Elvis Presley. C'est une sorte de dédicace, de mise au point sur ce qu'a été Elvis, en fait. Et presque il le ressuscite, en fait. Hein. J'exagère peut-être un peu, mais à peine vraiment, parce qu'il incarne vraiment... il a compris ce qu'était Elvis. C'est-à-dire qu'à la fois Baz Luhrmann a compris ce qu'il fallait montrer d'Elvis, comment faire jaillir en fait ce qu'a été ce personnage, ce qu'a été cette star du rock, et en même temps, eh bien, Austin Butler, son interprète, a compris lui aussi ce qu'il fallait retranscrire d'Elvis. Donc, ce qui est incroyable, c'est que les planètes sont alignées entre le cinéaste en fait qui a sa propre vision
en fait, eh bien, d'Elvis, et en même temps avec vraiment la vision d'Austin Butler. Donc tout en fait se conjugue dans ce film, dans cette lecture d'Elvis Presley. Et je dois dire que je suis assez bluffé. Alors, je n'ai pas parlé encore de Tom Hanks. C'est vrai que, pareil, hein, sur le Colonel Parker, il est absolument fantastique. D'autant que Tom Hanks, qui a plutôt l'habitude de jouer des rôles de gentil, entre guillemets, même si évidemment on n'est pas dans un manichéisme pur, évidemment, hein, ce Colonel Parker, bien que véreux, bien que, voilà, impresario intéressé, opportuniste, égoïste, bien entendu, il a beaucoup de tares, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans une ambiguïté, il joue l'ambiguïté dans son acting. Et cette ambiguïté, eh bien, est très bien retranscrite. En fait, Baz Luhrmann arrive vraiment à... on sent qu'il y a une direction d'acteur, c'est pas seulement aussi sur la forme, avec son visuel, avec ce côté grandiloquent, en fait. Hein. Parfois, c'est même bigger than life, il fait des trucs vraiment dans sa mise en scène qui sont presque too much, parfois. Hein. On lui a reproché, d'ailleurs, la critique, voilà, la presse, pendant des années, lui a reproché justement ses extravagances, hein, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est salutaire. Je trouve que dans cette lecture d'Elvis, où ça a été quand même quelqu'un de tellement électrique sur scène, c'est vraiment le terme, hein, c'est un film électrisant, électrique, flamboyant, et en même temps, je trouve pas qu'il y ait tant de surenchère que ça, en fait, parce que ça participe au propos, en fait, au message, en fait, dans le monde dans lequel, en fait, Elvis va évoluer, en fait, dans un monde qui est, quand même, il finit à Las Vegas, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on est dans un monde où, forcément, c'est l'Amérique du spectacle, du show, etc. Donc on ne peut pas s'attendre à autre chose que de l'extravagance, sinon on passe à côté, en fait, du message d'Elvis avec son environnement, en fait, évidemment, avec tous ses producteurs, ses managers, vous voyez ce que je veux dire, quoi, sur les patrons d'hôtels aussi, qui, vous verrez, hein, dans le film, c'est quand même assez abominable, les contrats, les histoires de gros sous. Donc voilà, il baigne aussi dans ce milieu mafieux, évidemment, hein. Lui qui se concentre sur son art, qui est un artiste véritable, authentique, avec toute la bonne volonté, hein, comme je vous dis, hein, ce côté enfant qui se fait avoir par le premier adulte, en fait, qui va malmener sa vie, mais en même temps qui va le faire connaître. Voilà, donc c'est toute cette ambiguïté du personnage aussi du Colonel Parker qui va vraiment être est vraiment dépeinte, en fait, dans ce film. Donc écoutez, pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui, et on ne passe pas à côté pour autant de la musique, parce qu'il y a aussi le calque, en fait, vous aurez des flashbacks par moment où Elvis sur scène joue, et en fait on comprend en fait ce que ça signifie dans sa tête, c'est-à-dire que ça a du sens, c'est-à-dire que ça lui coûte de jouer, parce qu'il y a eu un vécu dans son enfance, parce qu'il se souvient de comment il s'est nourri en fait d'une certaine musique qui n'était réservée qu'aux Afro-Américains, que les Blancs n'avaient pas le droit de jouer, vous voyez, donc il y avait ce truc-là. Et tout ça, en fait, c'est ce combat qu'il va mener aussi sur scène. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on arrête de me parler de Bohemian Rhapsody, quoi, vous voyez. Et j'adore Queen, j'adore Bohemian Rhapsody, j'adore ce groupe, ça n'a rien à voir. Je demande simplement qu'il y ait du cinéma. Quand on fait un biopic, il faut une vision de cinéaste, il faut de la prise de risque, il faut qu'il y ait un angle d'attaque. C'est comme en journalisme, quand on traite un sujet, il y a un angle. Baz Luhrmann a un angle, alors qu'il plaise ou qu'il plaise pas, écoutez, quand vous regardez un ou deux documentaires, reportages sur Elvis, quand même, vous trouvez que c'est pas scandaleux, parce que c'est ce qu'il faut raconter. Alors si c'est pas dans un milieu forain que le colonel Parker, par exemple, rencontre Elvis, je sais pas si ça c'est vrai, par exemple. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que cette scénographie participe à la compréhension, en fait, du danger que représente cette relation, en fait, avec Elvis et le colonel Parker. Donc, tous les enjeux, en fait, de cette nouvelle aventure qu'Elvis va vivre, à travers le colonel Parker, qui va évidemment s'occuper de toute la production, de toutes ces tournées, etc. Donc voilà, il ne maîtrise rien, en fait. C'est ça qui est très bien retranscrit dans le film, c'est qu'il ne maîtrise pas ce qui lui arrive, en fait. Et vraiment, c'est incroyable. Et même cette censure aussi sur sa gestuelle, qui fait polémique. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font polémique aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il y avait déjà des polémiques dans les médias, dans la presse, et c'est très bien retranscrit, donc à tous les points de vue. Les relations familiales, c'est aussi un drame familial, c'est tout ça à la fois, ce film.
Donc c'est... Voilà, les plus grands films en général, c'est quand même ceux qui incarnent quelque chose, une vision d'une personnalité, en l'occurrence ici. Vraiment, l'exercice du biopic est vraiment un exercice presque ingrat, comme la comédie, faire rire, il n'y a rien de plus difficile que de faire rire. Vous voyez, bah, c'est pareil, le biopic, c'est quand même faire un portrait d'une personnalité. Et on a tous aussi notre propre vision d'Elvis, voilà, vous voyez, donc pour notre propre vision de Queen, par exemple. Mais moi, ce que j'aurais voulu dans Bohemian Rhapsody, c'est qu'il y ait cette vision, justement. À part là, le fait de voir un Freddie qui la joue perso, en gros, c'est un peu ça, dans les tournées, c'est pas très intéressant, parce que quitte à faire un biopic uniquement sur Freddie Mercury, d'ailleurs, parce que là, c'est à la limite, dans Bohemian Rhapsody, ce qui est peut-être le mieux incarné encore, finalement, c'est Brian May, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est ça le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de vision dans Bohemian Rhapsody. Pour moi, c'est une déception. Je fais le calque, hein, je me permets de faire le calque parce que voilà, ça fait partie des biopics qui ont rapporté gros. On a l'impression que les gens découvraient Queen parce qu'il y avait Bohemian Rhapsody. C'était quand même alarmant. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas un biopic sur un groupe de rock, voilà, vous vous intéressez pas à sa musique en fait. C'est très curieux. Donc en fait, ça relance une mode sur Queen. Mais donc ça, en fait, les gens réécoutent du Queen. Ça a servi qu'à une chose, c'est faire la publicité d'un groupe génial. C'était ça, Bohemian Rhapsody. C'est une énorme publicité sur un groupe génial que les gens avaient l'air d'oublier. Alors je ne sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, on a l'impression que les gens savent plus ce que c'est Queen. Donc le film sert au moins à ça, en fait, à relancer le mythe Queen, mais parce que c'est la musique qui drive le film. C'est-à-dire c'est toute l'œuvre de Queen qui est montrée comme ça, et donc forcément, eh bien, c'est pour ça que je vous dis, il y a ce côté publicité. Alors que là, chez Elvis, c'est pas du tout le cas. On va pas vous vendre ces tubes toutes les 2 secondes, Jailhouse Rock, etc. Vous allez les entendre. Mais c'est pas ça qui va primer. C'est d'abord un film, un drame sur un artiste qui est vampirisé par un impresario véreux, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qui est très bien retranscrit. Et surtout aussi, comme je vous le dis, je le répète vraiment, la réception spectateur, voilà, c'est très bien traité aussi. Qu'est-ce que ça signifie Elvis dans le quotidien des Américains des années 50-60 ? Voilà, c'est ça aussi qui est très bien retranscrit. Donc voilà, pour moi, c'est une petite pépite, voilà. 2h40, ça pourrait être indigeste, hein. C'est pas évident quand même, mais d'un autre côté, Baz Luhrmann est allé au bout de son propos. Voilà, vraiment, j'aime bien parce que on sent pas la page Wikipédia. Vous voyez, quand je parlais de Dalida tout à l'heure, voilà, on n'est pas sur la page Wikipédia où première étape c'est ça, deuxième étape, voilà. Je trouve que malgré les cartons, parce que vous verrez, il met des cartons, etc., pour savoir dans quel coin on est, si c'est Tupelo au Mississippi ou à Memphis, Las Vegas, évidemment, vous allez suivre les lieux, etc. Mais voilà, tout est fluide en fait, voilà, il y a une manière très, très personnelle d'appréhender eh bien, le montage aussi, avec les images d'archives qui sont utilisées par moment, les flashbacks, pour montrer vraiment ce que ça coûte à Elvis, en fait, d'être sur scène et d'interpréter certaines chansons. Donc voilà, pour moi, c'est pas uniquement du grand spectacle comme j'ai pu le lire. Vraiment, la presse, vous voyez, on va dire un peu généraliste, qui nous pondent voilà, des articles sur les films, des critiques. Je trouve que vraiment, c'est un peu curieux de parler que du spectacle, parce que ce n'est pas un film sur le show, en fait. C'est d'abord un film sur un individu, voilà, piégé, pris au piège dans un système. Voilà, c'est surtout ça, je trouve. Et pour moi, c'est ça qui fait la grande force de ce film, quoi. C'est que ça raconte déjà... C'est déjà un film avec un scénario... comment dirais-je... C'est-à-dire que Elvis ou pas Elvis, il y a un film. Voilà, on vous raconte l'histoire. On vous raconte l'histoire d'un homme, en fait, voilà, c'est-à-dire sa descente aux enfers, quelque part, ou en tout cas son ascension dans le milieu du spectacle, du show business, et sa chute. Vous voyez, c'est d'abord ça. Ça pourrait... Elvis, voilà, ce Elvis pourrait être fictif, que ce serait un bon film. Donc c'est ça un bon biopic, c'est-à-dire que si cette personnalité n'était pas connue, ça marcherait quand même. Voilà. Eh bien écoutez, moi voilà, c'est ce que je pense de ce film, c'est que vraiment c'est d'abord un drame,
musicale, si on veut, mais justement, c'est génial de mêler ces genres-là, je trouve que c'est absolument stupéfiant. Donc voilà, écoutez, moi je vous recommande cette expérience d'Elvis au cinéma avec un Baz Luhrmann, eh bien écoutez, qui moi maintenant, bah ouais, m'intéresse de plus en plus, parce que c'est vrai que moi j'étais pas un grand fan de ces films. Je sais que voilà, les nouveaux films de Baz Luhrmann suscitent aussi une grande hype chez les spectateurs et ses fans. Donc le nouveau Baz Luhrmann, c'est toujours un événement très attendu, surtout qu'il ne fait pas tant de films que ça. J'avais été déçu par Australia et Gatsby le Magnifique, j'avais pas trouvé ça fou non plus. Voilà, c'était aussi un remake, mais peu importe, il y avait ce côté flamboyant qui aurait pu, justement, qui match avec Gatsby le Magnifique. Mais voilà, j'étais pas hyper fan. Je dirais que peut-être Moulin Rouge, c'est ce que j'avais préféré de sa filmographie. Voilà, alors j'ai pas vu son tout premier film de 91, mais Ballroom Dancing, si je ne m'abuse. Voilà, mais voilà, peut-être Moulin Rouge, c'est ce que j'avais préféré, mais bon voilà, ce côté où c'était... Enfin, je trouve ça un peu niais aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec ça, cette romance avec Nicole Kidman et Ewan McGregor, en fait, ça me passionne pas plus que ça. Mais il y avait l'image, j'avoue qu'il y avait de l'image, il y avait quand même quelque chose, mais aujourd'hui, vraiment, je trouve... En fait, je suis à deux doigts de dire, en gros, que c'est son meilleur film, quoi, vous voyez. Mais vraiment, voilà, je parle aussi en tant que... comment dire, enfin, je suis pas fan de Baz Luhrmann de base. Voilà, je précise. Hein, voilà, donc c'est mon point de vue aussi. Hein. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes fan de Baz Luhrmann, peut-être que vous aurez aussi un point de vue différent. Voilà, on a forcément notre regard, notre opinion, enfin, c'est à travers un prisme qui est forcément un petit peu différent quand on est fan et quand on est non fan. Donc voilà. Donc écoutez, en tout cas pour moi, c'est vraiment, ça a été une très belle expérience, et je dois dire qu'en plus Elvis, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est aussi toute une Amérique des années 50-60 à raconter, il y a beaucoup de choses à dire. Et je dois dire aussi qu'à aucun moment je me suis senti dans une reconstitution, c'est-à-dire que je la sentais pas la reconstitution. Donc c'est vraiment, il y a un vrai travail là-dessus. Et puis Austin Butler, c'est quand même incroyable parce que bon, il avait fait quelques séries pour ados, et puis il s'est retrouvé dans un film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, que j'avais pas adoré en fait. Et puis Quentin Tarantino aussi avec Once Upon a Time in Hollywood. Donc en fait, deux films que je n'aime pas de cinéastes que j'aime bien. Vous voyez, The Dead Don't Die, j'aime beaucoup Jim Jarmusch, mais The Dead Don't Die, bon, c'est marrant 2 minutes, mais je trouvais ça pas fou. Et puis Quentin Tarantino, moi j'aime bien quand il est dans un cinéma plus brut, vous voyez. Je préfère, bon après moi voilà, je suis un fan, enfin je suis pas vraiment un fan de Tarantino, je suis plus un fan du diptyque Kill Bill en fait, c'est très précis pour moi. Je trouve que voilà, j'aime quand Tarantino fait vraiment dans le genre pur et brut quoi. Je préfère encore à la limite ouais, les Pulp Fiction, comment dirais-je, les Reservoir Dogs, enfin, ces premiers films où c'est vraiment brut de décoffrage, quoi, voilà. Mais le sujet aujourd'hui, c'est Baz Luhrmann, je m'égare. En tout cas, voilà, écoutez, prenez vraiment... je vous souhaite de prendre une claque comme moi j'ai pris, en fait, en voyant Elvis, de Baz Luhrmann au cinéma. N'hésitez pas à y aller, franchement, à tous les points de vue, même les seconds rôles sont très bons. J'ai dû oublier plein de choses en vous parlant de ce film. Mais voilà, l'essentiel est là, je pense. Oui, et puis voilà, le but c'est pas de spoiler, mais j'ai tellement envie de vous parler de certaines séquences, quand on lui demande de faire certains shows télé, etc., et que il passe entre les mains de plusieurs producteurs. Voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est très excitant à voir en tout cas. Il y a un suspense de dingue, presque comme un thriller parfois. Ça joue sur plusieurs tableaux, sur plusieurs genres. Il y a quand même une romance, il y en a vraiment. Voilà, oui, c'est du grand spectacle, mais c'est d'abord un grand film. Un grand film, voilà. Donc, écoutez, en tout cas, c'est mon ressenti en salle. Je ne sais pas si dans 2-3 ans, je serai toujours aussi excité voilà, face à ce film. Mais vraiment, je l'ai trouvé très réussi. Donc voilà, écoutez, en plus... son co-scénariste Greg Pearce est toujours de la partie, et Baz Luhrmann écrit, hein, ils écrivent en fait à plusieurs, ils se sont mis vraiment sur ce projet. Écoutez, vraiment voilà, donc autant dans l'écriture que dans la réa, ce film est absolument somptueux et juste, je pense, envers Elvis. J'attends de voir aussi vos avis. Si vous êtes fan d'Elvis aussi, hein, pas que de Baz Luhrmann, mais d'Elvis Presley, dites-moi aussi si ce film vous paraît scandaleux ou pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, c'est le moment. Je sais que voilà, parmi ma communauté, sur ma chaîne, il y a des personnes qui sont susceptibles aussi d'être fans d'Elvis et de ces époques-là.
Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, vraiment ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Baz Luhrmann a mis son point de vue et sa patte cinématographique. Voilà, il l'a imposé en fait dans l'univers d'Elvis. Et vraiment, c'est fou parce que c'est un film qui a de la personnalité. Vous voyez, c'est un film qui a de la personnalité. C'est pas le Bryan Singer, encore une fois, hein, Bryan Bonham, on se dit, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'au risque de me répéter, mais vraiment, voilà, faites-vous plaisir en allant voir Elvis de Baz Luhrmann, en famille, en couple, comme vous voulez, mais vous pouvez payer votre place sans problème, ça vaut le coup. Dans tous les cas, voilà, vous passez un bon moment, donc je vous le recommande vivement. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Buzz l'éclair, réalisé par Angus MacLane, à qui l'on doit notamment le court-métrage Toy Story Angoisse au motel. Ça tombe bien puisque ce cinéaste a donc été choisi par Pixar pour mettre en scène les aventures de Buzz l'éclair, alors avec un traitement beaucoup plus humain, réaliste dans son approche en fait du personnage, hein, qui à la base est ce fameux jouet, hein, ce Space Ranger, que va recevoir Andy pour Noël, hein, avec évidemment Woody et les autres. Là, il s'agit bien entendu de Buzz l'éclair. Que dire, que dire? Alors là, je vous dis d'emblée, je vais être beaucoup moins enjoué que sur Elvis, hein, clairement. Je sais même pas si c'est un intérêt de pitcher le film en fait, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et bon, le scénario, je vais pas y revenir beaucoup en réalité. Mais je vais quand même, bon, je vous pitch rapidement. On a un Buzz l'éclair donc qui va atterrir sur une planète inconnue, hein, pour reprendre évidemment les punchlines de la saga Toy Story, et qui ne va pas pouvoir repartir suite à un problème technique en gros. Et du coup, il va essayer d'atteindre une vitesse lumière qui lui permettrait d'échapper, en fait, de ramener en fait tous les rangers de l'espace à Star Command et voilà, donc en fait, voilà, tout le film va se... On va rester... Enfin, vous voyez, pour une odyssée spatiale, hein, pour un film d'aventure, on attend mieux que de rester planté sur une planète à chercher un moyen de repartir et... Ouais, donc ça pourrait être intéressant parce qu'on est dans quelque chose de psychologique, un peu, avec un Buzz l'éclair qui se pose des questions existentielles, mais du coup, ça casse tout le délire de Buzz qui part en mission, dézinguer des robots, des trucs, enfin, vous voyez, comme dans la série Les Aventures de Buzz l'éclair, qui avait déjà fait l'objet d'un film, d'ailleurs, qui était sorti uniquement en vidéo, Buzz l'éclair le film, hein, le début des aventures, qui était en réalité l'épisode pilote, en fait, eh bien, de la série Les Aventures de Buzz l'éclair, qui passait sur les chaînes de dessins animés à l'époque. Donc voilà, il était sorti en 2001, si je ne m'abuse, en tout cas début 2000. Et vraiment, moi j'avais beaucoup aimé ce film. Déjà, je trouvais qu'il y avait une écriture dans les dialogues qui était irrésistible. Il y avait un second degré de l'humour, c'était décalé, et il y avait de l'action, voilà, de l'humour, tout en fait, vraiment... Enfin, c'était un pur kiff, quoi, vraiment, c'était fun, ça se prenait pas au sérieux, mais en même temps, c'était beaucoup plus fidèle, finalement, que ce film qui veut se la jouer plus humain, plus réaliste, plus, vous voyez, plus vrai, plus, peut-être plus, ouais, et finalement, je trouve plus d'authenticité dans la version du film Disney. Alors que je rappelle, et que je le rappelle, bien entendu, John Lasseter n'avait pas aimé justement les aventures de Buzz l'éclair, donc le film. Ce film d'animation en 2D, il n'avait pas aimé, d'autant que c'était Disney qui s'en était occupé et pas Pixar. Donc voilà, il aurait préféré que ce film ne se fasse jamais en fait. Et moi j'avoue que, bah, je suis désolé, c'est vachement plus fidèle. Il y avait même les Martiens, les petits Martiens aussi, qui faisaient partie d'une planète, qui était une communauté aussi, avec cet unisprit, tout ça. Il y avait tout un univers. En fait, c'était hyper visuel, il y avait tout un univers, on avait un Zurg qui était tordant, il sortait des punchlines toutes les 2 secondes, mais qui était vraiment, enfin, c'était trop drôle, quoi. Et il y avait vraiment du second degré, quoi. Quand on vous présentait les planètes, c'était noté, je sais plus, c'était Zurg Planet ou je sais pas quoi, un evil place, vous voyez, une place, un endroit diabolique, vous voyez, et en fait, c'était complètement décalé, et c'était complètement fou, en fait, ce film. Et je trouve qu'il y avait une liberté, en fait, de créativité, où ça se prenait pas la tête, ça se prenait pas au sérieux, ça faisait peut-être un peu série B, mais ça fonctionnait vachement bien, quoi. Donc je vous le recommande, hein, Buzz l'éclair, le film, vraiment qui était sorti qu'en vidéo. Vous voyez, parfois il y a des direct ou DVD, mais qui valent vraiment le coup, et direct ou VHS même,
c'était VHS et en DVD, vous l'avez sur les 2 supports, mais comme par hasard, vous ne l'avez pas sur Disney+. Voilà. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc... ouais, que dire de ce Buzz, quoi? Déjà, rien que l'affiche, j'avais un problème avec le chat. Je me suis dit, c'est complètement gratuit, il a rien à faire là. À la limite, j'aurais préféré que ce soit un robot un peu à la XR, toujours pareil, sur le Buzz l'éclair, le film. Et d'ailleurs, ça aurait très bien matché, je trouve, avec justement Chantal Latsou qui double un personnage dans la VF. Et qui est absolument génial. Hein. Je sais que beaucoup se plaignent, qu'ils trouvent ça un peu lourdingue, etc. Moi, je trouve que ça marche très bien, mais par contre, c'est dommage que Chantal Latsou, du coup, n'incarne pas, en fait, le personnage qui va régler toutes les situations en faisant des blagues, parce que ça permettrait de désamorcer les Deus Ex Machina que ce petit chat, Sox, à chaque fois, eh bien, nous fait toutes les 2 secondes parce qu'il sort, en fait, les rangers de l'espace de toutes les situations. Quand il y a une impasse, quand ils sont perdus, le petit chat, comme par hasard, possède tous les gadgets utiles et voilà, pour pouvoir se sortir des situations. Donc déjà, ça, c'est un peu gonflant. C'était un peu le cas avec XR aussi, donc le robot dans le film, j'allais dire d'origine, mais pour moi, vraiment, ouais, je suis désolé, je me base là-dessus. C'était plutôt une réussite, Buzz l'éclair, le film, à l'époque. Et peut-être, voilà, mais c'était un robot, mais il était programmé, il faisait des blagues, il était bizarre, etc. Mais voilà, il y avait un côté beaucoup plus crédible, en fait, cette collaboration avec un robot qui est censé être élaboré par Star Command, etc. Là, c'est simplement un compagnon, on vous met un compagnon pour votre mission, il ressemble à un petit chat mignon, etc. Et on sent que ça n'a aucun autre intérêt que de vendre des produits dérivés parce que il faut élargir le public. Il y a un public d'aujourd'hui qui connaît mal peut-être Buzz l'éclair et Toy Story, parce qu'ils sont plus jeunes, c'est une nouvelle génération, donc il faut inventer des personnages mignons, tout ça, pour les intéresser, et puis élargir le public et les intéresser en fait à Buzz l'éclair. Le seul problème, c'est que du coup, ça ressemble plus à Buzz l'éclair. Donc il y a un moment donné où, moi je veux bien qu'on mette des éléments comme ça, par parcimonie, mais bon, j'ai pas envie de dire que c'est un... Comment dirais-je ? C'est du marketing mal placé, je trouve. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du bon marketing, mais qui a un rapport, en fait, avec l'univers présenté. Parce que mettre ce petit chat qui n'a rien à voir avec l'univers de Buzz l'éclair, c'est problématique. Et par exemple, vous voyez, dans Toy Story 3, moi, j'en veux pas qu'on ait un gros nounours rose très mignon comme ça, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, en plus, c'est intéressant parce qu'il était méchant. Et de 2, c'est un jouet. Donc ça a du sens. À la limite, ça pourrait être un nouveau jouet, ce Sox, dans la saga Toy Story, que ça me gênerait moins. C'est pour vous dire. Je n'ai rien contre, en fait, les nouvelles idées. Mais il faut qu'elles aient du sens. Là, on est basé sur une odyssée spatiale. L'univers de Buzz l'éclair, quand on le traite avec sérieux et avec réalisme, eh bien, a plus à voir avec Star Wars qu'avec Toy Story, forcément, parce qu'on se détache de ça. Le but, c'est pas de faire des jouets mignons. Là on est vraiment dans une odyssée spatiale, des combats intergalactiques. C'était ça, la base, et c'est ça qu'il fallait raconter. Donc évidemment, on va me dire, oui, mais à la base, Buzz l'éclair, il n'arrête pas de répéter qu'il est bloqué sur une planète inconnue. Du coup, à l'époque, dans le film Toy Story, donc c'était le lit d'Andy, évidemment, où il essaye de sentir un petit peu le sol, voir si on peut avoir de l'air, respirer, etc. Donc oui, il est bloqué sur une planète inconnue, d'accord, mais quand même, vous êtes dans voilà, c'est censé être des aventures de Buzz l'éclair. Si c'est vraiment pour avoir un ranger de l'espace, en fait, qui passe son temps à réfléchir, à faire des trucs, tout ça, mais on passe à côté d'action, vous voyez, de scènes d'action, de choses épiques. Zurg, il arrive beaucoup trop tard dans le film, Zurg, mais vraiment. Du coup, il n'est pas traité. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un film qui a de bonnes intentions, c'est-à-dire, en gros, d'éviter le schéma classique, en fait, du film, j'allais dire... d'action traditionnelle ou avec un héros, vous voyez, très fort, où il y a présentation des plans du méchant avec le héros qui va résoudre en fait ce problème avec tout un tas d'étapes en fait et de sbires à éliminer, etc. Donc ça sort en fait de ce cliché-là, mais du coup, le problème, c'est qu'en faisant ça, il faut quand même arriver, il ne faut pas oublier de présenter en fait l'ennemi final, parce que sinon il arrive beaucoup trop tard. On se désintéresse en fait complètement des plans machiavéliques du méchant, puisqu'on est resté trop longtemps à essayer de sortir d'une planète et avoir tout un personnel... Non, je peux pas le dire parce que ça va spoiler, mais... Ses relations avec les collègues évoluées, on est très content pour lui, mais on les connaît pas.
On les connaît pas, ils sont mal introduits, les personnages secondaires sont mal introduits. À la limite, la petite équipe qui commence à se former sur la fin, on commence un tout petit peu à s'attacher. Mais, je sais pas, ils sont là, c'est beaucoup trop bavard, quoi. C'est beaucoup trop bavard et inintéressant. Enfin, je veux dire, c'est... Encore, si vraiment c'était des questions existentielles hyper profondes, avec un vrai film psychologique, vous voyez, un drame psychologique, soyons fous, à la Pixar, pourquoi pas? Mais du coup, on passe à côté de toutes les émotions qui sont la marque de fabrique de Pixar en plus. Le but, c'est quand même... J'ai pas envie de dire que le but, c'est de verser sa larme à l'œil. Vous pourrez verser votre larme à l'œil un tout petit peu, si vous voulez, sur ce film. Mais le problème, c'est que le sort des personnages, on s'en fout un peu, en fait. C'est triste à dire, parce qu'on les connaît un peu, parce qu'ils évoquent leur passé, notamment le personnage de Chantal là-dessous, est très bien. À la limite, vraiment, moi, c'est celui que j'ai préféré, parce que il y a énormément de décalage, de second degré, il y a de l'humour. C'est l'humour qu'il y avait avec le personnage de XR, en fait. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai vu le personnage incarné par Chantal là-dessous, en fait, j'ai pensé à XR dans le Buzz l'éclair, le film. Clairement, c'est exactement ça. D'ailleurs, je me suis dit, mais je rêverais que Chantal là-dessous fasse dans une nouvelle version de Buzz l'éclair, le film, eh ben, un doublage de XR. Voilà, ça aurait été formidable. Donc voilà. Écoutez, c'est une déception, hein, clairement. Là, j'ai pas compris. Et pourtant, Dieu sait que les premiers teasers étaient vraiment... c'était rassurant. Pourquoi? Parce que le visuel, il est là. Par contre, ça, évidemment, je ne veux pas oublier de le dire. Il y a des côtés positifs, mais qui sont anéantis par une paresse scénaristique, mais au possible. Mais c'est ça qui est vraiment dommage, quoi. C'est même pas de la déception, je trouve ça dommage, en fait, de pas faire plus que ça. En fait, il y a un côté où, en fait... on veut tellement que ce soit une histoire toute clean, toute lisse, etc., que du coup, il n'y a plus d'aspérité. Moi, j'aime bien quand il y a de la prise de risque et que ce soit un peu casse-gueule. Le Buzz l'éclair, le film, il vous propose ça. Il y a 1000 idées à la seconde. Alors, ça plaît pas, mais vous avez des idées à la seconde, c'est avec un rythme soutenu. Là, le rythme, il est... Enfin, désolé de le dire, on se fait chier sur cette planète. Les créatures qui pourraient y vivre, etc., elles sont pas travaillées, on s'en fout, on sait pas qui c'est. Je sais pas, je prends des exemples comme ça, mais par exemple, ok, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous expliquer en termes d'écriture scénaristique. Le King Kong de Peter Jackson, vous retenez les créatures sur l'île de Skull Island. Voilà, quand on se balade et qu'on reste, qu'on met tout, comment dirais-je, une équipe de héros sur une île et qu'ils doivent trouver un moyen de s'échapper, etc. Mais on essaye de faire une épopée, on essaye de créer de montrer des créatures incroyables qu'il faudrait éliminer avec un suspense de fou, etc. Là, non, ils se passent leur temps en fait dans j'ai envie de dire à la cafette, mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a une scène interminable dans une cafette où ils se font des plats au micro-ondes, à boire des cafés, à se poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment le film que Andy a vu lorsqu'il a acheté le jouet? Mais ça ne peut en aucun cas être le cas. Et c'est ça qui n'est pas crédible. C'est que dans l'ouverture du film, vous avez... ça vous explique qu'en 1995, un petit enfant appelé Andy a acheté un jouet, Buzz l'éclair, voici le film dont il est tiré. Et ça commence comme ça. Et là, vous vous retrouvez avec un truc qui n'a rien à voir déjà avec les mœurs et les, comment dirais-je, oui, l'aspect social, en fait, le côté... oui, c'est ça, les mœurs, en fait, des années 90. Alors, c'est très bien sûr, de montrer les mœurs d'aujourd'hui, parce qu'on a évolué, parce que c'est plus... Voilà, il y a des choses intéressantes, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas crédible, du coup. Parce qu'on n'était pas sur les mêmes questionnements. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas sur les mêmes questionnements à l'époque. Donc, c'est impossible qu'Andy ait pu voir ce film. Et en fait, tout du long, vous vous dites... Non, c'est grillé, les mecs, vous inventez un truc que Andy a absolument pas pu voir dans sa jeunesse pour acheter ce jouet. Dans les années 90, il faut rappeler qu'on était dans plein de jouets, enfin, il y avait plein de séries animées un peu violentes, il y avait les Transformers, les gamins achetaient des Action Man, des trucs comme ça. Donc on était dans l'action, on était sur une espèce de virilité où on avait des personnages qui cassaient du robot, qui cassaient de l'alien, qui cassaient, vous voyez ce que je veux dire, avec des armes incroyables, etc. C'est impossible que Andy ait pu être excité par un film pareil, à tel point de vouloir acheter en fait un jouet dérivé. C'est impossible, à tel point que je suis sûr que le merchandising de ce film va se casser la gueule. Mais oui, en tout cas, c'est presque à souhaiter.
Je préfère encore que les enfants d'aujourd'hui, en fait, achètent des Buzz l'éclair à l'effigie, justement, des jouets de Toy Story, plutôt que sur ce film-là. Parce que vraiment, là, c'est une déception, mais c'est vraiment décevant. Donc, ouais, et puis en plus, même sur le film, Buzz l'éclair, le film, il avait un coéquipier, en plus, Buzz, donc c'était intéressant. Donc, ouais, ils faisaient équipe, vraiment, il y avait tout Star Command était présenté, il y avait le patron qui se faisait posséder, tout ça était intéressant, en fait. Il y avait un personnage féminin fort aussi, Mia. Donc, en fait, je comprends pas, en fait, pourquoi on n'a pas réussi à recréer ça, qui était nettement plus crédible. Vraiment, alors, encore une fois, je sais que Pixar, voilà, en l'occurrence John Lasseter, créateur de Toy Story quand même, alors évidemment, chacun son point de vue. Voilà, il aurait préféré, évidemment, qu'il soit jamais réalisé, ce Buzz l'éclair, le film. Bien sûr, il aurait jamais voulu que ce film sorte. Il a maîtrisé aucun des aspects, en fait, de ce film d'animation en 2D. Voilà, mais moi, franchement, je suis désolé, c'est un pur kiff. On est là quand même pour du grand spectacle. Ouais. Je souligne l'audace quand même de faire un film qui tombe pas dans les clichés, évidemment, du film d'action, space opéra, vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Mais le problème, c'est que du coup, ça fait quelque chose de fade et d'inintéressant. Et c'est ça, en fait, que je déplore. C'est-à-dire que oui, très bien, vous pouvez faire ça. Mais dans ce cas-là, faites un truc vraiment où, non, vous n'assumez pas, comment dire, que c'est un spin-off de Toy Story, etc., et que vous devez parce que là, on n'arrive pas à croire à votre introduction quand vous dites que Andy a acheté un Buzz l'éclair en ayant vu ce film, alors que Buzz l'éclair a tout un tas, en fait, de répliques en tant que jouet, où tu as l'impression vraiment que il est dans des aventures palpitantes, et là, non, à part faire... Vous verrez, j'exagère à peine, il fait des allers-retours là autour du soleil pour chercher une vitesse lumière, je sais pas quoi, pour pouvoir sauver son équipage et sortir de la planète. Au bout du 10e, 15e aller-retour, désolé, mais vous vous faites chier, quoi. C'est pas intéressant, il y a autre chose à raconter sur Buzz l'éclair. En tout cas, en termes d'univers, parce qu'en termes d'image, oui, je valide l'image. Il n'y a pas de problème, je valide l'image. Mais non, ouais, c'est très très curieux, quoi. C'est très curieux. Ça raconte pas grand-chose, ce film. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est vraiment l'écriture qui pêche, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là... après, peut-être qu'on a été trop habitué à voir des grands films Pixar. En fait, je crois que c'est peut-être le problème. Quand on voit Vice Versa, par exemple, vous voyez, Soul, ou tout ça... En fait, c'est peut-être parce que pour une fois, en fait, qu'ils sont un peu à côté, eh ben ça se voit. C'est peut-être le problème. Comme ils font un film un peu moins bon, tout de suite, c'est une catastrophe. Peut-être que c'est ça aussi mon ressenti. C'est qu'on attend plus de Pixar. Forcément, on attend plus de Pixar. Ils sont capables de tellement mieux. Mais là, je pense que c'était pas le projet. En fait, je suis en train de me dire que c'était peut-être pas le projet à réaliser pour continuer chez Pixar. Je pense qu'ils vont reprendre des histoires originales. En fait, c'est ça. C'est quand ils font des histoires originales, tout va bien. Mais là, se baser sur Buzz... Moi, je vous dis, en termes de visuel, c'est magnifique. Les images sont là. Ok, les vaisseaux, Buzz, les personnages, ok, à part ce petit chat qui est gonflant. Ça casse le niveau du film. Ça se veut être un film qui soit plus mature, en fait, plus adulte. Et vous avez ce comic relief du petit chat insupportable, quoi. Donc oui, ça va faire rire les gamins, c'est ce qui va sauver un peu le film quand on se fait trop chier, c'est les blagues, en fait, de Sox, bien sûr. Parce que l'épopée spatiale, elle arrive trop tard, et puis ouais, c'est vraiment en 2 minutes c'est réglé, Zurg et tout, et ça tombe à plat. Même dans Toy Story 2, c'est plus excitant la rencontre avec Zurg, quoi. C'est pour vous dire, en faisant cette blague, ce calque avec Star Wars, il y a une petite blague évidemment, mais ça fonctionne nettement mieux en fait, c'est terrible à dire. C'est terrible à dire. Donc ouais, c'est... Encore une fois, c'est dommage, moi je dis pas, mais dans ce cas-là, faites pas référence à Toy Story, quoi. C'est un Buzz qui a déjà du vécu dans ce cas-là, parce que là, comme c'est une origin story, vraiment, c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque, c'est qu'on soit dans une... dans une origin story, en fait. C'est en plus de ça, forcément, c'est le film de mon enfance, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu, si vous voulez. Donc je préférerais
voyez, et c'est pour ça, vous voyez, la nostalgie, elle a des limites, parce que là, on me présente un Buzz l'éclair, mais moi, je ne reconnais pas l'univers de Buzz l'éclair. J'ai l'impression qu'on m'arnaque. Donc, vous voyez, c'est quand même agaçant. Parce que, ou alors, vous l'appelez pas Buzz l'éclair, vous dites que c'est vaguement inspiré de Buzz l'éclair, vous inventez un nouveau truc et ça passe crème. À la limite, ça passe plus. Mais là, on attend autre chose, quoi. Ouais, on attend autre chose, donc voilà. Ouais, c'est terrible. Et d'autant qu'en plus, c'est quand même le tout premier Pixar, Toy Story, qu'il y a un côté tellement iconique. C'est comme si vous touchiez, je sais pas moi, oui, Mickey avec un mauvais film Mickey, et c'est quand même la firme aux grandes oreilles hein, quand on parle de Disney. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'enjeu, il y a énormément d'enjeux quand même, ça fait partie de l'image de Pixar, énormément de risques là-dessus. Donc écoutez, ouais, vraiment, petite déception, hein, c'est du 5 sur 10, quoi. Je vais pas dire que c'est... Vous voyez, je lui mets pas en dessous de 5, bien sûr, mais c'est du 5 sur 10, quoi. C'est... Bon, même si les notes, ça veut rien dire, enfin, vous voyez, c'est pas... Mais ce qui me vient en tête, c'est que c'est dans la moyenne. Quand même, Pixar, vous avez un talent d'écriture, quand vous faites un vice-versa, mais quand vous faites un vice-versa, vous rentrez dans la psychologie de l'enfance, avec le côté de la colère, les émotions, la tristesse, etc. Vous faites tout un délire là-dessus, et jusqu'à l'entrée à l'adolescence, où on se pose des questions différentes, etc. Vous avez introduit plein de choses intéressantes. Vous êtes capable, en plus, de rentrer dans la psyché, comme ça, des personnages, et de faire des aventures palpitantes. Quand on voit ce que vous avez fait sur Wall-E, par exemple, voilà, vous auriez pu tellement faire un grand film. Donc voilà, il reste plus que je vous le dis, il reste plus que le visuel, voilà. Et 2-3 blagues, et allez, je suis gentil. Donc voilà, écoutez, petite déception pour moi, mais dans tous les cas, je vous recommande Elvis de Baz Luhrmann, mais passez plutôt votre chemin sur ce Buzz l'éclair. Malheureusement, voilà. Écoutez, n'hésitez pas quand même à me donner votre avis si vous l'avez vu, voilà, mais je vous recommande clairement le Baz plutôt que le Buzz. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. La prochaine fois, bah écoutez, j'ai oublié les films que j'allais traiter. Justement, raison de plus pour me suivre sur Instagram, pour rester informé en direct. Voilà, et puis pour les petits nouveaux sur cette chaîne, eh bien écoutez, je tiens à vous rappeler que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, écoutez, eh bien c'est par un abonnement. Donc un petit clic suffit, juste ici, voilà, vous mettez sur s'abonner. Vous pouvez rajouter bien entendu la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, mais vraiment, avec un abonnement, voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire qui fait chaud au cœur, ou alors justement, pour revenir sur ma vidéo ou sur les films que je présente, n'hésitez pas à donner votre propre avis. Évidemment, ce qui est toujours intéressant, c'est le débat, je le répète, voilà, si vous n'avez pas aimé Elvis, que vous avez adoré Buzz l'éclair par exemple, eh bien n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais avoir vos arguments du moment que vos avis sont argumentés, voilà, je suis toujours preneur, ça m'intéresse d'avoir votre opinion. C'est ça la cinéphilie, c'est un partage, hein, et cette chaîne c'est également la vôtre, on est là pour parler cinéma ensemble, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas, balancez vos coms. Et en attendant, écoutez, hein, d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao, bon week-end à tous!